Bonne journée à toutes. 316 branches de cannabis en cours de séchage dans une dépendance ainsi que des têtes de cannabis ont été découvertes par les gendarmes de Sartène lors de différents services de surveillance dans une rue de Propia en Corse du Sud. Les gendarmes ont notamment été intrigués par la persistance d'une forte odeur de cannabis. Leurs investigations leur ont ensuite permis de localiser la propriété d'où venait cette odeur bien caractéristique. C'est ainsi que ces derniers ont réalisé cette découverte au domicile d'un cultivateur qui a indiqué aux enquêteurs qu'il s'agissait d'une production destinée à sa propre consommation. Ce dernier sera convoqué en justice très prochainement. Paul-André Colombani, le député de Péagour, SIA et Territoire, Liberté et Territoire, a abordé ce mardi la question de la dérive mafieuse en Corse lors des questions au gouvernement. Il a notamment interpellé le Premier ministre pour savoir quelle réponse politique il pouvait apporter. On l'écoute. Monsieur le Premier ministre, ma question porte sur la dérive mafieuse en Corse. Le phénomène crapuleux de droit commun y avance à visage découvert, au grand jour et en costume, faisant pression depuis des décennies sur les marchés publics et la délivrance abusive des permis de construire. Si l'on prend le nombre d'homicides par habitant, la région la plus criminogène d'Europe n'est pas la Sicile ou la Calabre, c'est la Corse. Et cela n'honore personne ici. La société corse a effectué une prise de conscience, mais elle ne peut à court terme se faire justice elle-même. Et au vu de l'actualité d'hier, je déplore que certains fassent l'erreur du retour à la violence politique. La collectivité de Corse, elle, ne salarie ni policiers ni magistrats. Elle ne dispose pas de compétences régaliennes. Les autonomistes ne les demandent pas. Ce qu'ils demandent, ce sont des outils institutionnels et normatifs pour mener des politiques publiques de long terme contre la spéculation, la pauvreté et le sous-développement qui sont le terreau de cette dérive mafieuse. Nous pouvons vous aider à la prévenir, mais c'est à vous seuls de la combattre en y mettant la volonté politique et les moyens humains. Un échec en la matière serait le vôtre et uniquement le vôtre. Quelles mesures comptez-vous prendre, Monsieur le Premier ministre ? Il s'agissait de Paul-André Colombani. Puis en lieu et place d'Édouard Philippe, c'est Christophe Castaner qui a répondu aux députés de quoi replacer la réponse de l'État sur un point de vue uniquement sécuritaire. On écoute Christophe Castaner. Vous avez raison d'évoquer les très fortes tensions que nous connaissons actuellement encore. 8 homicides depuis le début de l'année, 2 tentatives avortées, et donc un niveau de violence totalement insupportable. Et les règlements de compte de ces derniers mois, même s'ils se retrouvent dans la statistique, hélas, de ce que nous avons connu en 2018, en 2017, en 2016, montrent bien qu'aujourd'hui, nous devons soutenir d'abord celles et ceux qui enquêtent sans relâche. Et je voudrais le dire devant la représentation nationale, nous sommes aujourd'hui sur un taux de mise en cause qui est largement supérieur à la moyenne et qui montre bien que les auteurs et les commanditaires de ces actes seront déférés devant la justice. Je prends acte d'ailleurs, monsieur le député, à la fois de vos propos, mais aussi des initiatives portées par un collectif anti-mafia qui vient de se mettre en œuvre et qui, comme vous, dénonce une forme d'omerta et qui dénonce une forme d'empêchement, en particulier pour les collectivités locales. Et vous avez évoqué la collusion qui pouvait exister entre ces grands groupes criminels et une partie du monde politique. C'est effectivement insupportable. Et c'est la raison pour laquelle la préfecture veille tout particulièrement, et les services de l'État, à l'exercice du contrôle de légalité, qu'il s'agisse de l'occupation du domaine public, qu'il s'agisse de la construction, qu'il s'agisse aussi d'importants marchés sur lesquels nous devons être totalement mobilisés. Mais je crois, monsieur le député, et vous l'avez rappelé, que le meilleur moyen d'œuvrer en Corse pour la sérénité de ses habitants, c'est aussi de travailler avec l'ensemble des élus au développement économique de l'île. C'est le message qu'a porté le Premier ministre lors de son récent déplacement et c'est ce qu'incarne le plan de transformation et d'investissement pour la Corse décidé par le gouvernement qui prolongera le plan exceptionnel d'investissement au-delà de 2020 sur lequel nous devons tous ensemble nous retrouver. Je vous remercie. Il s'agissait de Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur. Paul-André Colombani s'est déclaré quant à lui peu satisfait par cette réponse. Pour lui, rien de concret dans celle-ci. Nous l'écoutons de nouveau. Je n'ai pas entendu beaucoup de mesures concrètes, monsieur le ministre. Je suis désolé, je n'ai pas entendu de mesures concrètes pour lutter contre l'urgence, la priorité qui est en Corse aujourd'hui. Aujourd'hui, on a assassiné un jeune homme il y a quelques jours, Maxime Souzigny. On a assassiné il y a quelques années un directeur du Conseil général de Haute-Corse. Il faut des mesures concrètes aujourd'hui pour éviter que la Corse ne vive perpétuellement ces problèmes-là en continu. Enfin, réponse écourtée de Christophe Castaner, interrompue par le président de l'Assemblée. Il a notamment évoqué le PUI. Monsieur le député, les mesures concrètes, c'est d'abord l'engagement total de nos forces de sécurité pour lutter contre ce fléau des homicides dont vous noterez que sur les 10 dernières années, il a quasiment
pas cesser de baisser, et c'est plutôt une bonne nouvelle, mais il reste un niveau trop important. Et surtout, monsieur le député, il s'agit de définir ensemble avec vous, les élus du... Merci, monsieur le ministre. Et puis à la suite de l'annonce de la création d'un nouveau FLNC, le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'enquête. L'annonce a été faite par le procureur de la République d'Ajaccio, Éric Bouillard. On a prêté beaucoup d'attention à cette action. Le parquet de Paris prendra la suite, a notamment indiqué le procureur. Et puis Jean-Christophe Angelini a réagi à la suite de l'annonce de la création de ce nouveau mouvement clandestin lundi soir. Le conseil exécutif, président de l'ADEC et leader du PNC considère notamment qu'en ces temps troublés, le retour d'une clandestinité politique en Corse est une grave erreur. Pour Jean-Christophe Angelini, le rapport de force doit demeurer démocratique et citoyen. Ni la violence, quelles qu'en soient les formes, ni le recours à une organisation clandestine ne peuvent changer positivement la donne, écrit-il pour conclure. En politique, après plusieurs semaines de réflexion, Jean-Martin Mondolone a donc choisi de se lancer dans la course au municipal à Bastille. En effet, le préalable qu'il avait fixé à ses amis de droite, à savoir une union, a été satisfait ou presque, puisque Stéphanie Grimaldi sera elle aussi candidate. Mais le leader du groupe Perlaven à l'Assemblée de Corse jouit de l'investiture officielle des Républicains, qui seront notamment représentés en deuxième position sur sa liste par Livia Graziani Sancho, présidente de la Fédération des jeunes républicains de Haute-Corse. Pour Jean-Martin Mondolone, Bastille est une ville endormie qu'il faut réveiller. Nous l'écoutons. Moi, vous savez que je me suis émancipé des Républicains il y a quelques années. J'ai essayé de conceptualiser, puis de faire vivre ce qu'on appelait la droite régionaliste. Je pense que ce pari est réussi. Il ne viendrait à personne aujourd'hui à l'idée d'en contester l'existence, mais me conforter dans une position dominante à droite n'est pas suffisant. Je pense qu'il était temps, en effet, de bâtir l'union autour de ceux qui se sont réclamés un temps légitimistes et un autre temps régionalistes. Je pense que nous appartenons tous à une même famille de pensée et que mon devoir de responsable n'était pas de m'installer dans une zone de confort, mais de m'ouvrir sur ceux avec qui nous avons manifesté des divergences un temps. C'est ce que nous réclament les sympathisants, c'est ce que nous réclament les militants, et au-delà, c'est ce que nous réclament les Bastiais qui veulent une alternative aujourd'hui. L'objectif étant d'abord de rassembler son propre camp et de s'ouvrir. Vous serez surpris de voir sur ma liste des hommes et des femmes qui ne sont pas des militants pure souche de l'une ou l'autre de ces tendances, mais des gens qui veulent participer à la vie municipale bastiaise. Juste un mot sur la candidature de Stéphanie Grimaldi qui fait que l'Union à droite ne sera pas complète. La candidature, en plus, on retrouve des gens qui étaient dans Perlaven comme Sébastien Risto. Ça veut dire que malgré tout, malgré votre initiative, la droite partira divisée sans même compter Jean-Louis Milane qui est depuis 2014 dans la majorité. Je suis le candidat de l'Union de la droite, mais je ne peux pas empêcher des initiatives individuelles qui trouvent leur légitimité ou qui la trouveront dans le suffrage universel. Quiconque aujourd'hui est autorisé à faire valoir ses points de vue, ses idées, ses projets, son ambition devant les électeurs, et je ne saurais les en empêcher. Simplement, il faut savoir de quoi on parle. Il y a ceux qui disent « je pars et on verra pour l'Union », et puis il y a ceux comme moi qui ont pris l'initiative trop longue, m'a-t-on dit, trop tardive, me dit-on, mais ça prend du temps, d'essayer de concilier ce qui était encore inconciliable il y a quelques années. J'y suis parvenu, et c'est uniquement au titre de cette union que je suis candidat aujourd'hui. Je précise du reste à vos auditeurs que j'ai naturellement rencontré toutes les parties prenantes, y compris les personnes que vous citez, pour les associer. Sans succès, j'en prends acte, mais la campagne ne doit pas se construire sur les difficultés des personnes à s'entendre. On ne compte pas sur moi pour alimenter des querelles ou des prétendues inimitiés. J'ai de l'estime et pour certains beaucoup d'affection, et je compte m'engager dans une campagne dont il va falloir se préoccuper du niveau, tant il est vrai que les enjeux sont énormes sur Bastia. Sur ce projet qui est en cours de développement, quel est-il ? Le projet, c'est ce que j'appelle réveiller la belle endormie. On sent bien qu'il y a des potentialités à Bastia qui sont aujourd'hui dormantes. Il va falloir d'abord se prononcer sur le projet de port, qui n'est pas simplement une infrastructure, c'est un objet d'échange international et qui va permettre de faire rayonner notre ville. Et puis, c'est aussi ma fibre, c'est pas parce que c'est dans l'air du temps. Je pense que Bastia peut devenir un modèle exemplaire en matière écologique et non pas écologiste. Et je suis à la fois surpris et très conscient que la jeunesse nous regarde de ce point de vue-là. Il s'agit de projeter Bastia dans le XXIe siècle, de l'ancrer définitivement dans le XXIe siècle. Et la circulation automobile sur Bastia est un vrai fléau. Du reste, il va bien falloir s'attaquer à ce qui rend de plus en plus pénible la vie des Bastiaises et Bastiais. Je pense notamment à la circulation de stupéfiants, à toutes ces voitures brûlées qui font rentrer Bastia dans un discrédit d'image lié à ce qu'on voit de façon trop souvent
souvent et trop régulière dans les banlieues. Je pense que Bastia a besoin de rayonner, je pense que Bastia a besoin de trouver un nouveau souffle, je pense que Bastia a besoin d'une vraie dynamique. C'est ce que je vais proposer aux Bastiaises et aux Bastiais, dans le respect de ceux qui ne sont ni mes adversaires ni mes concurrents, mais qui sont des compétiteurs. Aujourd'hui, vous ne vous interdisez rien pour l'entre-deux tours, concrètement? Écoutez, moi j'ai appris au gré des élections à 2 tours à me préserver et à ne parler du deuxième tour qu'une fois les résultats du premier tour affichés. Il y a tellement d'hypothèses possibles, tant il est vrai, et tous les observateurs s'accordent à le dire, que cette élection va être particulièrement ouverte. On ne peut pas considérer qu'il se dégage un ou plusieurs favoris, et on verra bien ce que choisissent de faire les Bastiais au soir du premier tour, et c'est de ce premier tour qu'en découlera la victoire pour celui ou celle ou ceux qui seront les mieux placés. On m'indique souvent que Bastia est une ville de second tour, nous veillerons à le confirmer. Le musée de Bastia et le Canopé de Haute-Corse ont officialisé le lancement d'un livret à destination aussi bien des professeurs que des parents afin de présenter en jeu de piste le musée de Bastia. Une initiative pour sortir des sentiers battus, des visites traditionnelles, pour aussi leur donner un côté ludique permettant aux enfants à la fois de découvrir ce musée mais aussi d'apprendre des choses et de les restituer. On écoute les explications de Jean-Marc Pellegri, l'un des 3 professeurs à avoir travaillé sur ce projet avec Canopé. La demande de Sylvain Grégoire, c'était de se dire, bon, on a un lieu, qu'est-ce qu'il est, on a un musée magnifique, comment faire en sorte que les jeunes de la ville, mais pas seulement de la ville, de toute la région, puissent bénéficier de cet outil, sachant que sur les quelques années à venir, il va y avoir une transformation, ça va être le musée d'histoire de la Corse, donc à vocation, je dirais, à intégrer au niveau pédagogique tous les programmes. Donc travailler sur cet outil, c'était amener les jeunes au musée et donner aux collègues, je dirais, des outils pour pouvoir y venir, je dirais, assez sereinement, quoi. Parce que la difficulté qu'on a quand on visite un musée, soit on a, je dirais, les souvenirs qu'on a tous emmagasinés avec la visite du musée ou le guide, pièce par pièce, bon, tel numéro 1, bon, ça c'est plus comme ça, hein. Un musée c'est autre chose, c'est une autre dynamique, c'est ce qu'a mis en place, je dirais, l'équipe du musée autour de M. Grégoire. Et nous, on a essayé donc de proposer quelques activités, tout en disant aux collègues qu'ils ont leur place aussi pour proposer, parce que ça doit être une plateforme, je dirais, participative. Cette technique du jeu de piste, justement, c'est pour rendre ludique la visite dans ce musée pour toutes les classes d'âge qui vont venir. Mais le jeu, je dirais, on a oublié ça, hein. On a oublié que le jeu est au cœur de tout acte de société. Alors donc, nous, on remet le jeu au cœur parce qu'à partir de là, toutes les situations pédagogiques trouvent leur place. Dans le jeu, on peut tout faire sachant que, quand même, les enseignants, je dirais, doivent faire un moment ce qu'on appelle, nous, la métacognition, c'est-à-dire un retour sur l'expérience, apprendre à apprendre. Qu'est-ce que j'ai appris ? Qu'est-ce que j'ai appris de l'activité que j'ai faite ? C'était un jeu, d'accord, mais qu'est-ce que j'ai appris ? En pratiquant, donc, c'est ce qu'on a fait, donc, une grande diversité de jeux, on s'aperçoit que l'enfant qui va venir plusieurs fois, déjà, son attitude a changé. Ici, il y a des élèves de 5e, je ne sais pas si vous les avez vus, étaient déjà venus pratiquer l'activité qu'ont fait les élèves de primaire de l'école Jean Toussaint des Antes et de la Nonciade. Leur comportement a déjà changé. Leur rapport au musée a déjà changé. Certains d'entre eux ont amené leur famille au musée. Justement, est-ce qu'il y a plusieurs parcours adaptés aux classes d'âge ? Oui, alors, c'est ce qu'on essaye de faire. Bien sûr qu'on va s'adapter à toutes les classes d'âge et que la gageure pour nous, pour l'équipe, ça va être de travailler avec l'école maternelle parce qu'il y a là aussi il y a un travail extraordinaire. Vous savez, si on fait une enquête, moi je l'ai fait auprès de mes élèves au lycée, hein, qui fréquente le musée ? Avez-vous déjà vu un musée ? Oui. Quel musée avez-vous vu ? Le Louvre, c'est le grand musée. Et puis à partir de là, on dit, vous savez que vous avez des musées à 2 pas de chez vous. Ça peut paraître dramatique, ça veut dire faire sortir quelque part le musée de Bastia un peu de l'oubli, chez les enfants en tout cas. Mais c'est le problème, c'est le rapport qu'on a à la culture. C'est le rapport qu'on a à la culture. On a un outil magnifique. Là, vous avez une exposition temporaire sur Napoléon III. Napoléon III est au cœur du programme de cycle 4, donc en collège, et du programme de première. Mais tous les collègues de collège, de lycée doivent venir voir ça. Parce que c'est une valeur ajoutée incroyable, ça. C'est un plus. Je dirais que ça a un double rôle. Le premier, c'est être dans le cœur de sa cité. On vit à Bastia, on a un outil magnifique, parce qu'il est vraiment magnifique. Le bâtiment par lui-même est magnifique. Les équipes sont à disposition pour vous aider, donc ça c'est ça. Et ensuite, vous êtes dans le programme et vous le faites vivre autrement, avec un autre vécu. Et ça, au niveau de l'enseignement, c'est intéressant. Vu que vous pouvez aller sur le site Canopé, les parents peuvent venir aussi jouer avec l'activité qu'ont fait, par exemple, les élèves en Corse, en langue corse, les élèves de 5e, donc de Simon Vichiguer, ont pratiqué, peut être pratiqué en famille. Je vous dirais même que les enfants ont déjà, quand on a déjà testé, ont amené leur famille pour jouer là-dessus.
Il s'agissait de Jean-Marc Pellegri, l'un des 3 professeurs à avoir travaillé sur ce projet avec Canopé. Et puis, un motocycliste a été contrôlé à 185 km/h au lieu de 80. C'est ce qui s'est passé à l'Inde tout mercredi dernier. Si ce cas est le plus spectaculaire, d'autres excès de vitesse importants ont été constatés encore ces derniers jours. À Linguzete, par exemple, un automobiliste de 23 ans a été intercepté à 146 km/h au lieu de 80. À Corti, un jeune conducteur de 19 ans a été contrôlé à 138 au lieu de 80. Les gendarmes qui ont réalisé ces contrôles rappellent que depuis le début de l'année, 6 personnes ont perdu la vie sur la RT10 et 5 autres sur la RT20. On se quitte avec les prévisions météo. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 2 octobre 2019. Quelques résidus nuageux porteurs d'averses en début de matinée sur la façade occidentale ainsi que sur le relief seront présents. Puis il y aura un retour des éclaircies en cours de journée. Sur l'est, la matinée est souvent belle avec de larges éclaircies. Toutefois, il y aura quelques passages nuageux temporairement un peu plus conséquents avec quelques averses même qui seront possibles sur la région bastiaise, sur le relief ainsi que sur la Castaniche. Les températures fraîchissent mais sont très agréables toujours avec 26 degrés pour Portivecchio, pour Aleria, 27 pour Calvi, l'Isola, 25 pour Bastille, Ajaccio, Propia, Sartè, 23 pour Bonivacio et 22 pour Corti. Voilà ce qu'on peut dire sur l'actualité ce matin sur Radio Alta Frequenza. Merci pour votre fidélité, vous écoutez la Radio Corse. Bonne matinata a tutti.